Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Ce soir, dans Code 24, nous nous intéressons aux hommes qui s'engagent pour l'égalité professionnelle et s'impliquent dans la vie familiale, une tendance qui s'affirme en France. Certains s'organisent en réseau, comme les Happy Men. Nous irons ensuite en Colombie, où des médecins et infirmiers cubains attendent de pouvoir partir vers les États-Unis. Une tâche devenue plus difficile depuis le rapprochement entre Washington et la Havane. Nous vous emmènerons au cœur de l'opération Barkhane, l'opération de lutte contre le terrorisme au Sahel, menée par l'armée française. Au Cachemire, une nouvelle génération de jeunes musulmans prend les armes contre l'Inde. Coup de projecteur sur ces nouveaux moudjahidines. L'Inde qui est en train de devenir l'usine à bébés du monde, la gestation pour autrui s'y développe sans tabou. Reportage avec des mères porteuses. En Birmanie, la minorité des Rohingyas est systématiquement victime de discrimination de la part des autorités. Des milliers d'entre eux prennent le chemin de l'exil, direction la Thaïlande, la Malaisie ou encore l'Indonésie, au péril de leur vie. Égalité, Happy Men, le réseau masculin, encourage ses membres en France à travailler différemment en vue d'une plus juste répartition entre hommes et femmes dans l'entreprise comme à l'extérieur. Leur mantra est gravé dans un manifeste. Ils se structurent en cercle pour répandre la bonne parole et aiment à penser que partager rend plus heureux. On compte 17 cercles en France à l'heure actuelle, envisagés comme des espaces où chacun pose ses valises et réfléchit à l'essentiel. Composés d'une quinzaine de membres, les cercles se réunissent en moyenne 5 fois par an. Pas d'inquiétude, les Happy Man ne sont pas une secte, mais un réseau d'hommes engagés pour la parité en milieu professionnel. Lancé en 2013, le mouvement compte désormais 250 membres répartis au sein d'une dizaine de grosses boîtes dans les secteurs des télécoms, de l'énergie ou de la banque. C'est un reportage signé Lucie Provent, Sylvain Rousseau et Myriam Amela-Lalmas. Georges est un homme heureux, un happy man. Bien plus qu'un état d'esprit, un concept. Son secret, s'occuper de ses enfants, accorder du temps à son épouse et accomplir des tâches ménagères. Un happy man ou un homme heureux, c'est quelqu'un qui essaie d'équilibrer les temps de la vie. Donc le temps au travail, le temps à la maison, c'est du gagnant-gagnant. Je pense qu'aujourd'hui c'est fondamental, surtout quand on a des responsabilités, de pouvoir justement s'appuyer sur son conjoint. Détrompez-vous, ce n'est pas une réunion de travail sans fin. Georges est en compagnie d'autres hommes heureux. Ce réseau regroupe 300 membres venant de 10 entreprises françaises. Beaucoup d'entre eux ne reviendraient en arrière pour rien au monde. J'ai redécouvert, on va dire, ma famille, ma femme et mes enfants lors d'un congé sabbatique. J'ai compris que finalement je vivais peut-être quelque chose qui n'était pas forcément une vie vraiment très normale. La mission de ces hommes, faire en sorte que leur façon de travailler soit plus acceptée et donc plus courante. Si on part avant 19h, avant 20h, on est nul pour un mec. Et il y avait une réunion, une conférence vendredi dernier, et on est sorti à 20h parce que c'était une conférence, et on a regardé, tous les bureaux étaient occupés par des hommes. Et donc là, on peut dire non. Moi, je peux dire non. Si mon chef me dit, tiens, tu passeras me voir à 7h, je dis, non, je rentre à la maison. Oser dire non, c'est le slogan d'Edwige à la tête de Mix City, un réseau féminin. En France, 97% des congés après une naissance sont pris par des femmes. Et 40% des femmes changent de carrière après leur premier enfant, contre 6% des hommes. Les hommes, maintenant, se demandent si, en fait, faire carrière, c'est bien la seule chose et s'il ne faut pas un meilleur équilibre entre les deux. Donc nous voyons que les inégalités qui existent à gauche et à droite se rejoignent et donc nous pouvons essayer de trouver une meilleure solution ensemble. Combiner une vie de famille avec une carrière, une avancée pour les hommes et les femmes, mais aussi pour leurs enfants. Des études ont montré que le temps libre accordé par les pères aux enfants rend aussi ces derniers plus heureux. L'engouement des hommes pour la parité serait-il dans l'air du temps? C'est en tout cas dans cet esprit que l'ONU a lancé en France en mars dernier la campagne He for She, exhortant ces messieurs à prendre la parole contre les inégalités.
Déjà entamé aux États-Unis où il a reçu le soutien de Barack Obama ou encore de Matt Damon, le mouvement a été rejoint en France par des personnalités d'horizons divers, notamment le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Direction la Colombie, où des médecins, infirmiers et autres personnels médicaux cubains attendent de partir vers les États-Unis. Arrivés à Bogota en provenance du Venezuela, ils pensaient pouvoir émigrer vers l'Amérique, d'ordinaire plutôt accueillante envers les déçus du régime castriste. Oui, mais voilà, depuis la normalisation de ses relations avec la Havane, Washington semble faire la sourde oreille à l'appel de ces réfugiés. Les correspondants de France 24, Pascal Mariani et Juan Orozco, les ont rencontrés dans la capitale colombienne où ils attendent leur visa, pourtant promis par les États-Unis. Reportage. D'ordinaire discrets, ils ont décidé de faire entendre leur voix. Ils sont cubains et médecins, dentistes ou infirmiers, bloqués à Bogota dans l'attente d'un visa promis par les États-Unis. Nous demandons au gouvernement des États-Unis et à ses autorités migratoires d'étudier nos cas et de nous aider à sortir de cette impasse pour que nous puissions enfin rejoindre une terre de liberté. En mission au Venezuela, ils ont fui vers la Colombie voisine pour demander asile à l'ambassade américaine. C'était pendant des années une simple formalité. Mais depuis peu, les visas tardent à arriver. Tout laisse entendre que ceci a quelque chose à voir avec le rétablissement des relations entre Cuba et les États-Unis. Nous ne sommes que des pions dans ce jeu. Le programme existe depuis 2006. Il a été mis en place par Washington pour inciter les professionnels cubains de la santé à déserter lors de leur mission à l'étranger. 6 000 d'entre eux en ont bénéficié. Depuis qu'il a déposé sa demande, Dicel a reçu pour toute réponse ce message. Nous avons bien reçu les documents correspondant au programme d'accueil des médecins cubains à l'ambassade des États-Unis à Bogota. Le traitement de votre demande peut prendre 3 mois. Moi, ça fait 160 jours que je les ai présentés, 161 ou 162 jours même. Washington nie tout changement à sa politique, mais les délais croissants à traiter les demandes démontrent moins d'enthousiasme à accueillir ces candidats à l'exil. À Bogota, ils seraient plusieurs centaines. Ils partagent des appartements dans des quartiers excentrés et une même perplexité. Maintenant, il arrive que des visas soient refusés à des gens qui ont fourni tous les papiers. C'est très inquiétant. 11 Cubains vivent ici. Ils épuisent rapidement leurs maigres économies et pensent à d'autres solutions. Si on ne nous donne pas une réponse rapide, on partira là-bas, tous ensemble. Et à pied. On va de l'avant et on arrivera à notre destination par n'importe quel moyen. Les plus désespérés ont déjà pris la route, en clandestin. Ils grossissent cet autre flux de migrants qui tentent, à travers les Amériques, d'atteindre les États-Unis. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Cette semaine, dans Code 24, nous vous emmenons au cœur de l'opération Barkhane, l'opération de lutte contre le terrorisme en Afrique menée par l'armée française. Lancée il y a un peu plus d'1 an, elle remplace l'opération Serval. 3000 soldats français sont ainsi déployés sur 5 pays du Sahara et du Sahel. Leur objectif, réduire et neutraliser les groupes armés terroristes qui déstabilisent la région, comme le Nord Mali. Une équipe de France 24 a suivi l'opération Kunama 4, menée conjointement par les forces françaises et nigériennes dans la zone dite des 3 frontières, Libye, Algérie et Niger. Le climat est très rude, la zone à couvrir est gigantesque et inhospitalière. Le travail des soldats s'apparente davantage à une traque ou un jeu du chat et de la souris qu'à une guerre classique. Dans cette opération, la meilleure arme est la patience. Un reportage signé Julie Dungeloff et Luc Brown. Dernière vérification de sécurité pour les 88 parachutistes du 8e RPIMA. Dans quelques minutes, ils décolleront de la base française d'Njamena au Tchad, direction l'extrême nord du Niger. Pour la majorité des soldats, c'est le premier saut en opération. Certains attendent ce moment depuis 15 ans. L'instant est solennel. Rappel sur la zone de saut pour tout le monde.
le pays au sud-ouest, dans le même axe que celui de l'avion. Donc regardez bien l'avion, ça vous indiquera déjà le pays pour repérer la zone de saut. 2 parachutes par homme, un sac à dos, une arme, des munitions, en moyenne 60 kg de matériel. 3 heures de vol avant le largage, ultime repos avant le grand saut et la rencontre avec le désert. Bonsoir à tous de la part des largueurs du premier CP. Bonsoir à tous et par Saint-Michel. L'avion vole à 300 mètres d'altitude. En moins d'1 minute, il se vide de ses hommes. Il faut aller vite pour éviter une trop grande dispersion des troupes au sol. Il est 22 h, ils marcheront toute la nuit. Objectif, la passe de Salvador, couloir de transit entre la Libye et le Niger. Vieille artère logistique des groupes nomades et aujourd'hui des djihadistes, des trafiquants de drogue et d'armes. À Madama, la base française au Niger, les troupes au sol s'apprêtent à rejoindre leurs camarades, largués dans la nuit. 40 véhicules, 200 hommes. Dernier briefing avant le départ. Pour faire quelque chose qui sort de la norme, pour faire une mission opérationnelle réelle. Alors prenez votre pied, il y a des moments où ça va être dur, on va ramasser. Mais c'est ça la mission. Un défi logistique. 30 000 litres d'eau pour supporter les 50 degrés quotidiens. Carburant, rations alimentaires, munitions. De quoi tenir en parfaite autonomie pendant 12 jours. Tout au long de la route, les forces armées nigériennes, ou les FAN, accompagneront les Français. L'armée est formée, nos camarades FAN sont présents là. On n'attend plus que le jour se lève. D'ici une dizaine de minutes, le jour sera levé et on pourra s'ébranler. Embarquez! 3 jours de piste pour rejoindre la zone des 3 frontières. 3 jours au rythme des crevaisons, des ensablements et d'une épuisante chaleur. Nous retrouvons les parachutistes en pleine opération de reconnaissance. Le saut n'est déjà qu'un souvenir. La patrouille a débuté dès l'aube. Impossible d'effectuer des efforts physiques intenses entre 11 h et 15 h. Mission, reconnaître les pistes utilisées par les groupes armés terroristes, les GAT, en langage militaire. Ces coordonnées sont ma position GPS actuelle, d'où je fais une photo sur la vallée côté frontière algérienne, face au nord, nord-est, reçu par les. Le champ de bataille des Français s'étend sur 5000 km². Le capitaine Guéric a 90 hommes sous son commandement, séparés en 3 groupes. Chacun espacé de 15 km. Leur rôle, surveiller pour détecter les mouvements adverses. Actuellement, là, nous allons déplacer le poste de commandement de mon unité pour se rapprocher au plus près d'une section dont nous avons uniquement la liaison en téléphone satellitaire, mais c'est pas convenable car le délai de réaction est légèrement plus important. En cas d'attaque, le moindre délai pourrait mettre en danger ces hommes. En distance, je pars sur 400 à 500 mètres. Les parachutistes ont repéré un nouveau col d'où ils espèrent détecter tout transit depuis la frontière algérienne. Au lieu d'aller en véhicule de l'autre côté, faire 1h30 de route, 2 heures de route, secouer les gens, abîmer le matériel, et ben on va monter sur le mouvement de terrain là-haut, en espérant avoir des vues pour s'assurer si ça passe ou si ça passe pas en véhicule. Face à l'immensité du désert, à ces reliefs accidentés, la marche est souvent le seul moyen d'atteindre ces points d'observation. L'ascension est éprouvante, la chaleur écrasante. Les parachutistes restent postés plus d'1 heure à cet endroit. Ils observent le moindre mouvement, le moindre signe de vie. Au-delà de la montagne, là, à 3 km, c'est la frontière algérienne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'observation dans ce V en direction des 2 mouvements de terrain en forme de pyramide. Traquer les groupes armés terroristes s'apparente davantage à une chasse qu'à une guerre. L'ennemi est invisible et peut pourtant surgir à tout moment. Rien de concluant. Mais bon, faut toujours s'en assurer.
S'il n'y a personne, c'est que la mission est remplie. Leur présence remarquée depuis novembre dernier aura peut-être permis de décourager quelques trafics. Retour au PC tactique, c'est de là que tout est piloté. On y retrouve le colonel Tassel qui dirige l'ensemble des opérations. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir observer au plus loin et sur le maximum d'endroits, de manière à pouvoir intervenir avec nos moyens, soit de les faire tomber dans la nasse, soit de les chasser ensuite après. On est un peu comme des chasseurs à l'affût, là on attend que quelqu'un passe pour pouvoir lui fondre dessus. Le lendemain, les opérations reprennent. Français et Nigériens préparent leur patrouille conjointe. Les Nigériens ont la connaissance du terrain, les Français, la logistique et la puissance de feu. Au bout de quelques kilomètres, première halte. Les pisteurs nigériens ont décelé quelque chose. Il y a un peu de nourriture, il y a des restes de vêtements et puis des emballages sur lesquels était empaqueté de la drogue. Et ce sont des restes laissés par des éléments terroristes qui ont séjourné ici. Voilà, donc ce qui montre bien que dans cette zone, ça transite pas mal. Un peu partout dans le désert, les groupes armés terroristes utilisent des caches pour se ravitailler en carburant, en vivres, en munitions. Le moindre indice compte. Un peu plus loin, des traces de véhicules. C'est frais ça? Des traces de 4x4, donc on les estime aussi à peu près une semaine, à peu près 4x4. En un coup d'œil, le capitaine Mohamed est capable de déterminer le type de véhicule, sa direction et la date du passage. Ces hommes du désert visent le terrain, comme aucun occidental. La zone est très large. Dès qu'on trouve une trace, il faut la suivre immédiatement pour optimiser nos chances d'intercepter. Les traces mènent à cette masse rocheuse, un terrain plat sur lequel les pick-up des trafiquants peuvent évoluer à pleine vitesse et s'abriter en toute discrétion. Donc on est vraiment dans une station-service ici. Là c'est clairement une zone refuge dans laquelle ils passent la nuit. On voit bien toutes les cavités, toutes les grottes qui leur permettent d'avoir protection et un peu d'abri pour la nuit. Voilà, il y a deux fûts là. Vous les voyez? On voit également des traces de véhicules qui montrent bien que c'est une zone de bivouac ici. Là. Les Nigériens partent devant, les Français restent en appui et sécurisent le terrain. La zone est inspectée, les bidons de carburant récupérés. Il ne faut pas qu'ils puissent servir à nouveau. Tant qu'on est présent, il y a moins de flux qui passent. Ils sont obligés de contourner, de prendre plus de risques, de passer dans d'autres zones qui sont plus dangereuses, qu'ils ne connaissent moins. Voilà, donc l'effet recherché qui est bien de perturber est bien atteint. Retour au PC tactique, aucune interception, mais de nouvelles preuves que les groupes armés terroristes restent actifs dans la région. Donc, et fraîche, donc ça circule bien. Le calme est de courte durée. 2 heures après, les éléments de reconnaissance répartis sur la zone ont repéré de nouveaux pick-up. Nouvelle situation. Un convoi, 3 pick-up, a été décelé 3 km au nord-ouest, kilo 14. C'est eux qui vont basculer sur la route. Avec une nouvelle mission pour nous, intercepter ce convoi. Avant toute action, priorité à l'identification. Priorité à l'identification. Identifier puis intercepter, il faut aller vite, répartir les hommes sur le terrain. La zone est vaste, les mouvements de terrain nombreux, l'ennemi furtif. Il ne faut pas risquer de le perdre de vue. Moi. Le capitaine Mohamed suit les opérations de près. En cas d'interception, ce sont les Nigériens qui procéderont aux interpellations. Les Français mettront leurs forces de frappe à leur disposition. C'est ce que prévoit l'accord de coopération entre les deux pays. C'est là où on a perdu le visuel. Les autres n'ont pas décelé des... Non. Le sac, on va le laisser pour la marque. La trace des pick-up est perdue. Les véhicules sont passés du côté algérien. Légalement, plus aucune interception possible. Il est utopique de croire
qu'on arrivera à arrêter tous les flux et tous les mobiles qui passent, mais rien qu'empêcher ce passage et montrer que des deux côtés en fait, de la frontière, ça interagit, c'est quand même un bon objectif. Fin de journée au milieu du désert, le thermomètre a frôlé les 60 degrés. Bref moment de détente pour les soldats, le caporal-chef Carlos s'improvise chef cuisinier. Ce soir, on va préparer des joues de veau à la bouillie. C'est-à-dire une petite amélio facile, petits oignons à la base, avec aromatisé, relevé avec des petites sauces chinoises ou du Maggi. Et bon, ça donne un petit goût. Ils savent tout faire, y compris la cuisine. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça remonte le moral des troupes au bout d'un certain nombre de jours sur le terrain et c'est quand même pas mal. C'est appréciable. L'opération s'achèvera au bout de 12 jours. Cette fois, pas d'interception, mais pas de passage non plus. Un bilan jugé encourageant par les Français, mais qui pour l'heure les condamne à ne pas quitter la région. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Depuis 1947 et l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, le Cachemire est divisé entre les deux pays. Dans la partie indienne, une insurrection de musulmans contre l'Inde a débuté dès 1989. Elle s'est soldée par 70 000 morts, 8 000 disparus. Aujourd'hui, c'est toujours l'une des régions les plus militarisées au monde. Et depuis quelques mois, la partie indienne du Cachemire fait face à une recrudescence du séparatisme. Une nouvelle génération de jeunes musulmans prend les armes contre l'Inde. Ils ne sont pas forcément aidés par le Pakistan, ils sont locaux, éduqués. Reportage sur ces nouveaux moudjahidines, Constantin Simon et William de Tamaris. C'était il y a quelques jours. À une vingtaine de kilomètres de Srinagar, des séparatistes armés ont été repérés. Attention, ça tire de l'autre côté. Ils ont pris refuge dans cette forêt. Depuis 15 longues heures, les tirs sont incessants entre ces hommes invisibles et les bataillons de militaires et paramilitaires indiens. Ils ont des AK-47, des grenades et des pistolets. Et ils sont combien? 2 ou 3. Dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde, les combats entre rebelles musulmans et New Delhi se multiplient. En 2015, 65 insurgés ont été tués. Il serait encore près de 200 cachés dans la région, à lutter contre un demi-million de militaires indiens installés au Cachemire. Ce commissaire dirige les policiers venus porter appui aux militaires. Rares sont les officiers autorisés à parler, il ne sait pas que nous le filmons. Même s'il y a des différences idéologiques, ils sont comme les talibans en Afghanistan. C'est une guérilla, ils jouent à cache-cache avec nous. Ils ont des sympathisants qui leur donnent des refuges et de la nourriture. En effet, des jeunes du village voisin ont accouru pour perturber l'opération. Les policiers décident de charger avec des gaz lacrymogènes. Nous profitons d'une accalmie pour passer de l'autre côté. Toutes nos rues doivent devenir pakistanaises. Ils n'ont pas 20 ans, mais comme beaucoup dans cette région, ces musulmans militent pour un Cachemire indépendant ou rattaché au Pakistan. Piétinons l'Inde. S'ils sont reconnus, ils risquent la prison ferme. Nous avons entendu les coups de feu. Nos frères moudjahidines sont en train de se faire mitrailler par les soldats indiens. Ça nous rend fous. On a tellement la rage qu'on voudrait prendre des AK-47 et aller tuer ces chiens d'indiens. En 70 ans, l'Inde et le Pakistan se sont livrés 3 guerres pour le contrôle de cette région à majorité musulmane. Dans les années 90, un conflit civil éclate. Des milliers de jeunes Cachemiris prennent les armes. La répression de New Delhi est sanglante et met fin à la rébellion. Mais aujourd'hui, le séparatisme armé renaît de ses cendres. Après 18 heures de résistance, les séparatistes cachés dans la forêt ont finalement été abattus. Ils venaient de villages voisins et se réclamaient de la branche indienne d'un groupe terroriste pakistanais. Le soir même, ils sont enterrés comme des héros. Tous les villages de la région sont venus rendre hommage à leurs martyrs.
Mon cœur brûle. Je pense à lui quand il était vivant. Gulzar Ahmad avait 46 ans. Cet imam a pris les armes il y a 1 an. Raison avancée par sa famille, les récentes exactions des soldats indiens au Cachemire. C'était quelqu'un de pacifique. Mais quand il a vu nos jeunes manifestants se faire tirer dessus et des femmes être violées par les militaires indiens, il a senti qu'il n'avait plus le choix et réalisé que le Coran l'autorisait aussi à se battre. Nous partons dans la région de Tral, au sud-est de Srinagar. Ici, plusieurs familles ont vu un jour leur enfant rejoindre la lutte armée. Comme ce père. Il dit être sans nouvelles de son fils Burhan, qui s'est enfui à l'âge de 14 ans. En juillet, sa photo a fini par réapparaître dans les journaux. Voilà, c'est mon fils. Comme beaucoup de ces nouveaux combattants, Burhan était un élève modèle. Il était beau, très intelligent. Je pensais qu'il deviendrait un grand médecin. Mais Allah a choisi une autre voie pour lui. Et donc, en tant que père, je suis fier de lui. Ce n'est pas un terroriste. Éduqués, souvent diplômés, si ces nouveaux rebelles sont cachés dans l'ombre, leurs photos circulent sur Facebook et suscitent d'autres vocations. Des jeunes qui seraient plus motivés que les combattants des années 90. C'est ce que pense cet ancien rebelle, qui lui aussi a vécu 19 ans dans la clandestinité avant de bénéficier d'un programme de réhabilitation. Aujourd'hui revenu à Srinagar, il écrit ses mémoires. Dans les années 90, la lutte armée était un mouvement de masse. Un certain nombre de combattants étaient illettrés. Ils ne prenaient les armes que pour voler les gens et s'enrichir. C'étaient des voyous. Les jeunes aujourd'hui sont plus sincères dans leur engagement. Cette nouvelle génération est plus radicale, plus forte. Ils rêvent vraiment de faire du Cachemire un État islamique. État islamique. Depuis quelques mois, en effet, à côté des traditionnels graffitis, on aperçoit dans les rues de Srinagar des tags de l'ISIS ou l'État islamique en Irak et en Syrie. Lors de manifestations, des drapeaux de Daesh ont même été brandis. Selon les experts, ce ne seraient cependant que des provocations contre l'Inde et non les marques d'une réelle présence de l'État islamique au Cachemire. On reste en Inde où de plus en plus de couples stériles venus des 4 coins du monde débarquent dans le pays à la recherche d'une mère porteuse. Louer un ventre y est facile, rapide et beaucoup moins cher. Un vrai business qui profite de la misère des uns et du désespoir des autres. Coût de l'opération, 17 500 € en moyenne. C'est 4 fois moins cher qu'aux États-Unis. Le nombre d'enfants nés grâce à des mères porteuses a plus que doublé ces dernières années en Inde et rapporté plus de 350 millions d'euros par an. Ces femmes sont souvent recrutées par des agents qui touchent une commission de la clinique. Les établissements cherchent en priorité des jeunes femmes ayant déjà été enceintes, cela attestant de leur fertilité. Viennent ensuite des caractéristiques physiques qui doivent correspondre aux désirs des parents commanditaires. Une ressemblance avec la mère ou une grande taille et une peau claire sont en général appréciés. Ainsi, les profils dits caucasiens sont particulièrement recherchés. Cédric Ferreira. C'est une petite ville de province, loin des mégalopoles indiennes. Et pourtant, c'est là qu'elle s'est installée. Le docteur Patel, la femme qui ces 10 dernières années a fait naître plus de 840 bébés issus de gestation pour autrui. Ce matin, elle vient visiter l'immense chantier de sa future clinique. Dans l'établissement seront traités tous les problèmes de fertilité. Et notamment au sous-sol, tout est prévu pour accueillir plus de 100 mères porteuses simultanément. Cela dépendra, elles seront soit 3, soit 5 par chambre. Cette clinique sera d'ailleurs sa deuxième. Celle-ci a ouvert il y a 10 ans. On y croise des couples en mal d'enfants et des femmes enceintes qui portent l'enfant d'étranger. Aujourd'hui, le médecin reçoit Erika, une Américaine qui vit en Italie. Elle a payé 25 000 €. Un prix qui comprend tout jusqu'à la livraison de son bébé.
En Europe, en Italie où j'habite, c'est illégal. Donc on ne peut pas le faire là-bas. Et aux États-Unis, c'est très très cher et c'est la mère porteuse qui a tous les droits, pas les parents biologiques. Nous pensons que nous aurons plus de droits ici. Tous les jours, le docteur Patel reçoit des photos d'enfants qu'elle a mis au monde et qui grandissent aux quatre coins de la planète. Elle dit aussi recevoir des demandes de renseignements de couples français plusieurs fois par semaine, sans toutefois y donner suite, car la GPA est illégale en France. C'est très triste. Il y a tellement de couples français qui en ont besoin et qui veulent venir ici. Et c'est leur dernière chance quand leur docteur leur parle de la GPA. Mais ils ne peuvent pas. Les mères porteuses vivent à l'écart dans de petites maisons en dehors de la ville. Ici cohabitent une quarantaine de femmes, toutes enceintes. Chacune reçoit un peu moins de 7 000 € pour porter un enfant. Une somme qui équivaut ici à 20 ans de salaire. Pour Shilpa, qui a perdu son mari, c'était une nécessité afin de nourrir et loger ses deux filles. Je suis heureuse car je vais apporter de la joie à notre couple. Mais je suis aussi un peu triste. Pourquoi? Vous savez, j'ai gardé le bébé 9 mois dans mes entrailles, donc c'est déchirant de m'en séparer. Mais seulement un petit peu. Les mères porteuses ne peuvent pas quitter cette maison pendant la grossesse, afin d'être toujours sous surveillance. Elles reçoivent la visite de leur famille une fois par semaine. Eliotsana sait qu'elle ne pourra pas être présente à l'anniversaire de ses filles, mais elle veut croire que c'est un mal pour un bien. Moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des enfants. Eux, ils ont de l'argent, mais pas d'enfants. C'est tout, c'est la vie. Les cliniques, comme celle du docteur Patel, se sont multipliées en Inde ces dernières années. Il y en aurait aujourd'hui plus de 3000. Mais ce chiffre n'est en fait qu'une estimation, car officiellement, il n'existe aucune procédure d'enregistrement auprès des autorités indiennes. Alors restez sur Futur TV, on se retrouve après ceci. En Birmanie, la minorité apatride des Rohingyas, estimée à 1,3 million de personnes, est systématiquement victime de discrimination de la part des autorités, mais aussi des moines bouddhistes radicaux. Déchus de leur nationalité birmane, les Rohingyas n'ont accès ni aux écoles, ni aux hôpitaux, ni au marché du travail, depuis les affrontements entre cette minorité musulmane et des extrémistes bouddhistes. En 2012, plusieurs membres de cette communauté sont parqués dans des camps et dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Régulièrement, des milliers d'entre eux tentent au péril de leur vie de s'exiler pour gagner la Thaïlande, la Malaisie ou encore l'Indonésie voisine dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais leur voyage sur des embarcations de fortune s'achève souvent de façon tragique. Cyril Payen est allé à leur rencontre. L'odyssée de Sadakusson, Rohingya de 16 ans, s'est donc achevée par miracle sur les côtes de Sumatra à Aceh. Mais comme des milliers de migrants de l'océan Indien, s'il croit avoir atteint la terre promise, il se trompe. Il finira probablement avec un numéro épinglé sur le torse pour toute identité avant d'être expulsé. C'est le cycle tragique dans lequel Sadakusson et tant d'autres de ces nouveaux boat people se sont jetés à corps perdu. 1600 km à fond de cale,
dans des bateaux de pêche reconvertis en galères modernes. Ils ont quitté de nuit les côtes de l'État d'Arakan, aux confins de la Birmanie, avec des passeurs locaux. Après des semaines d'attente, c'est le départ plein sud, au large, pour le delta de l'Irrawaddy. Puis commence la grande traversée, sans plus voir la terre, dans la mer des Andamans, jusqu'à la Thaïlande, le continent. Les attendent ensuite les camps de transit qui pullulent dans la jungle montagneuse de la frontière avec la Malaisie. Pour les plus chanceux, la fin du voyage, l'Eldorado malaisien, ou Aceh en Indonésie. Des dizaines de milliers de candidats à l'exil ont traversé ces mers, ces pays. Mais pour combien d'entre eux ce périple s'est achevé ici, sans que jamais l'on ne connaisse leur identité, ni les circonstances de la mort? Affamés, malades ou tués par les trafiquants. À Rangoon, en Birmanie, début juin, c'est l'onde de choc politique de la crise des migrants. Aussi étrange que nauséabonde, des manifestations nationalistes anti-Rohingyas fustigent la vague d'indignation mondiale. Nous rejetons les critiques de la communauté internationale. Nous ne reconnaissons pas ces Rohingyas comme de vrais Birmans. Nous décidons de remonter à la source de la tragédie. Nous voyageons plein nord, au-dessus du golfe du Bengale, vers le lointain état d'Arakan. Ces derniers mois, 80 000 personnes ont franchi cet océan. Une odyssée vers l'inconnu. Mais pourquoi? L'état d'Arakan a été secoué par de violentes émeutes interconfessionnelles il y a 3 ans. Un profond conflit civil mettant dos à dos bouddhistes et Rohingyas musulmans, accusés d'être des étrangers. Résultat, déclaration de l'état d'urgence, loi martiale, des quartiers entiers réduits en cendres, près de 200 morts, des dizaines de milliers de déplacés. Toute une région birmane qui bascule dans le chaos. Depuis, le pouvoir birman a instauré son plan d'action pour l'Arakan. Une institutionnalisation de la ségrégation. Le fameux printemps birman est une saison en enfer pour les Rohingyas. Ça y est, on arrive chez les Bengalis. Dans l'Arakan, le mot Rohingya est interdit. On dit ici Bengali, étranger. C'est donc ces camps de Bengali que les autorités ont décidé de nous montrer. Une opération de relations publiques sous bonne escorte pour vanter les mérites du plan d'action pour l'Arakan. Bonjour. Bonjour. Bon alors, vous avez l'électricité ici? Oui, Votre Excellence. Le général Mong Mong On est le patron de l'État. Il n'a pas été élu, mais directement nommé par la présidence birmane pour mettre fin aux troubles et gérer la crise. À voir la surprise générale, il ne fait pas souvent le déplacement dans le ghetto. Mais peu importe, il est là pour propager la bonne parole. Vous savez, ces camps sont provisoires, bien sûr. Nous avons réuni ici toute cette population pour procéder à des vérifications sur leur identité. Il faut savoir qui est sur notre territoire, mais je peux vous assurer que tous ceux qui sont légitimes retourneront dans leur village. Le général est un spécialiste des problèmes frontaliers. Il jouit d'une assez bonne réputation dans le pays et semble vouloir se prêter au jeu de la transparence. Savez-vous où vous serez dans 2 ou 3 ans? Qu'avez-vous l'intention de faire? Écoutez, ce n'est pas à moi de vous répondre. Je ne suis pas chef ici, moi j'habite juste là. Oui, ce qu'il veut dire, c'est un camp de Bengali. Il y a donc une hiérarchie. Et c'est mieux que ce soit le chef du camp qui réponde. Il est là d'ailleurs. Silence embarrassé. L'opération de communication gouvernementale dérape un peu, mais le général ne se démonte pas. On sait très bien ce qu'il se dit à l'étranger. On dit que nous commettons un génocide, que ces gens sont discriminés. Mais allez-y, puisque vous êtes là, posez-lui la question directement. Moi, je veux vivre ici jusqu'à ma mort. Jusqu'à la mort?
Peut-être que c'est pour bientôt. Les camps d'internement Rohingyas ont été construits à la périphérie de Sittwe, la capitale de l'État. Plus de 110 000 personnes s'y entassent, dépendant surtout de l'aide humanitaire. Ces camps sont en théorie interdits d'accès, mais nous allons y retourner le lendemain, seuls cette fois. Revoici l'homme qui a tant hésité à répondre à nos questions en présence des autorités. J'aurais voulu protester. Le gouverneur ne nous appelle même pas par notre nom. Je ne suis pas un Bengali, je ne suis pas un étranger. Je suis Rohingya, comme nous tous ici. Difficile de dire précisément depuis combien de temps les Rohingyas peuplent l'Arakan. Mais en 1982, ils ont été déchus de la nationalité birmane. Première étape d'un long processus vers leur élimination de la carte nationale, dont le plan d'action pour l'Arakan ressemble à la phase finale. C'est donc l'exode. Cette femme vient de passer 3 mois et demi en mer aux mains des trafiquants. Son voyage en Malaisie a été un échec. J'ai tout perdu. J'ai tout vendu pour faire ce voyage. Je suis en vie, mais c'est tout ce qu'il me reste. Elle a été retenue à fond cale, au large, en attendant un départ vers l'Eldorado malaisien. Les trafiquants ont abandonné son bateau à l'approche de la marine birmane. Pourtant, tous ici sont candidats au départ. Personne ne pourra jamais les convaincre de ne pas s'embarquer dans cette odyssée si périlleuse tant qu'on ne fera pas un minimum pour eux, comme un meilleur accès à l'éducation, aux soins et bien sûr leur donner du travail. Les réseaux de trafiquants de clandestins qui hantent le golfe du Bengale sont essentiellement thaïlandais et malaisiens. Mais ils ont leurs relais locaux, des intermédiaires, Rohingyas eux-mêmes, qui emmènent au large des côtes birmanes et dans leurs propres bateaux leur cargaison humaine. Non, on n'a rien à voir avec ces trafics. Il y a la marine birmane juste là, et puis les forces bangladaises. Comment voulez-vous qu'on aille en Malaisie ou ailleurs? Les trafiquants ont foutu le camp. Ils sont tous du village d'Udonji. Le village d'Udonji se trouve à la périphérie du ghetto. C'est là que Madame Hazara nous emmène discrètement. C'était elle, il y a 2 jours, qui avait enfin pu parler au téléphone avec son fils, perdu en mer et sauvé par des pêcheurs indonésiens. Je vois souvent mon fils en rêve. C'est mon unique enfant, je pense tout le temps à lui. Quand il m'aidait à aller chercher du bois, quand je lui parlais quand il était petit. C'est là, c'est sa maison dans ce hameau. Madame Hazara est persuadée que Moubarak, l'homme qui a jeté son fils dans les griffes des trafiquants, habite là. Mais il s'est volatilisé, comme les autres passeurs. Seul son jeune frère est présent. Ton frère est un truand, c'est un trafiquant. Je suis sûre que c'est lui qui a envoyé Sadaq Hussein dans l'océan. Les nouvelles que j'ai eues sont horribles. Tu veux savoir? Je vais te raconter. Mon fils a été torturé avec un couteau sur le bateau. Il a été blessé au bras et au dos. Ensuite, ils l'ont jeté dans l'eau comme s'il était mort. Ils ont jeté d'autres hommes aussi. Comment peut-on faire une chose pareille, hein? Comment? Tu l'as vu de tes propres yeux l'emmener? Non, bien sûr. Ce n'est pas bien d'accuser à tort, c'est mal. Et je me moque de tes soupçons. Ta haine t'aveugle, mon frère est innocent. Il n'est pas là, mais il n'a rien à voir avec cette affaire. Alors je ne reverrai jamais mon fils, c'est cela? Moubarak a disparu et je n'ai aucun recours. Je n'ai même pas le droit d'aller voir la police. Il est vrai que les Rohingyas n'ont plus aucun droit. C'est dans le quartier Dongmingkala, en plein cœur de Sittwe, que les violences ont commencé en 2012. Des milliers de Rohingyas, descendants de commerçants arabes ou de soldats turcs, vivaient ici souvent depuis des générations. La majorité a fui. Ce vieux fonctionnaire à la retraite est le seul à accepter de parler.
Vous voyez, nous sommes autorisés à nous déplacer que dans ce périmètre. Si l'on veut sortir de notre quartier, ce n'est pas possible. Il y a ce checkpoint. Moi, je suis un ancien fonctionnaire et je ne peux même pas me rendre à la banque pour percevoir ma retraite. Depuis le commencement du monde, je veux dire avant la création des États, avant même que la Birmanie ne soit la Birmanie, eh bien, nous étions déjà là. Vous comprenez ? Le destin des Rohingyas semble être un long cycle jalonné de persécutions et d'exodes. Combien de temps encore l'errance d'un peuple va-t-elle devoir durer sans qu'elle ne s'achève par sa disparition? Code 24, c'est terminé pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à très bientôt. Bonne soirée.